Voilà, parfait. Alors, justement, avant de donner la parole à Célia, je vais un peu vous expliquer ce qui relie ces trois outils. Donc, ces outils ont en commun d'avoir été créés dans le contexte du nouvel accord de coopération. Alors, je vais voir si on peut me voir à l'écran également. Donc, cet accord de coopération qui rend l'EVRAS obligatoire à partir de septembre 2023 en 6e primaire et en 4e secondaire. Comme vous le savez, ce nouvel accord entraîne de nouvelles obligations pour les écoles et nous avons décidé de produire du coup des outils pour aider les professionnels de l'école dans cette mise en œuvre. Parce que beaucoup de questions en fait se posent. Comment faire? Par où commencer? Je ne maîtrise pas les sujets. Les parents posent des questions. Qu'est-ce que je leur réponds? Qui va s'en occuper? Voilà, cette généralisation de l'EVRAS à l'école pose plein de questions. Donc, notre mission, finalement, en tant que fédération de centres de planning, c'est notamment d'accompagner cette opérationnalisation de l'EVRAS, de soutenir les personnes sur le terrain, que ce soit des animateurs ou animatrices qui vont donner des animations aux élèves, ou encore les directions d'école, les enseignants, les éducateurs, les membres des PMS, PSE, infirmiers, infirmières. Voilà, donc ces trois outils pédagogiques, ce sont des outils à destination d'adultes. Ce sont des guides réflexifs et c'est-à-dire qu'en fait, ils proposent de vous accompagner pas à pas, étape après étape. Ils vont vous aider à structurer la réflexion pour construire des objectifs réalistes et des actions concrètes en tenant compte des représentations et des freins de chaque personne. Voilà. En gros, l'EVRA, on pourrait le voir comme une sorte de sport d'équipe. Et donc, il s'agit de construire quelque chose collectivement. On va donc aussi s'intéresser aux personnes clés, aux personnes ressources, aux associations ressources, que ce soit en interne, dans l'enceinte même de l'école, ou en externe. Voilà, j'ai un petit peu balayé globalement ce qui relie ces trois outils. Et maintenant, je vais passer la parole à Célia, qui va vous présenter le premier. Voilà, alors on passe à la première slide. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'EVRAS dans mon école, c'est pas secondaire, comme Isa l'a bien dit. Donc, d'abord, une petite introduction sur le contenu. Donc, on a un livret pédagogique en format A4 qui est destiné donc, aux professionnels de l'EVRAS, mais aussi et avant tout aux directions, aux équipes pédagogiques et enseignantes voilà, des écoles secondaires. Ou alors à toute personne qui travaille en école secondaire et qui s'intéresse à l'EVRAS et qui s'intéresse voilà, à l'idée de mettre en place un projet EVRAS ou à tout le moins une attention à l'EVRAS au sein de l'école secondaire. Donc on parle de livret pédagogique, mais de nouveau, comme Isa l'a bien dit, on le définit plus en fait finalement comme un outil réflexif que comme vraiment un livret pédagogique. Cet outil est totalement gratuit. Il est disponible en format papier ou numérique. Et si vous voulez qu'on vous l'envoie, il y a uniquement les frais de port qui sont à votre charge. Voilà. Oh, je reviens en arrière. Alors, un petit peu de contexte. Comment est-ce que cet outil est né? Eh bien, finalement, il est né d'un constat. C'était qu'on a réalisé que c'était vraiment parfois compliqué pour les équipes qui travaillent dans les écoles de s'emparer des sujets qui sont liés à l'EVRAS parce que tout le monde n'est pas tout à fait à l'aise d'aborder ces sujets-là, parce que c'est compliqué de mobiliser une équipe large, pluridisciplinaire autour de ces questions, des équipes qui ne sont pas spécialement formées à aborder ces questions avec les jeunes et que finalement, on ne sait pas toujours par où commencer. Et pourtant, c'est réellement ces équipes-là qui sont en lien tous les jours avec les élèves et avec les enfants, avec les jeunes. Et donc, c'est quand même important que ces personnes soient outillées voilà, quand il y a des situations problématiques ou quand les jeunes posent des questions, mais voilà, que ces personnes sachent comment aborder des thématiques liées à l'EVRAS.
Et donc, pour répondre finalement à tous ces questionnements-là, on a décidé d'offrir un webinaire autour voilà, des questions d'EVRAS qui se posent en école secondaire. Donc, c'était un webinaire avec 12 modules qui est encore aujourd'hui disponible en ligne en replay sur notre site. Donc, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez envoyer un petit mail à info@fcppf.be. Donc, le mail se trouve sur notre site internet pour avoir les accès pour pouvoir regarder en replay tous ces petits modules. Et donc, c'est des modules qui s'intéressaient à plein de thématiques différentes. Donc, c'était par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on fait quand on entend des propos discriminants, homophobes, sexistes, etc., en cours ou dans la cour de récréation? Comment est-ce qu'on fait face à des révélations de violences sexuelles? Est-ce qu'on prévient les parents? Est-ce qu'on prévient la police? Quelles sont les ressources? À qui est-ce qu'on peut faire appel, etc. Est-ce qu'on véhicule des stéréotypes de genre dans nos cours? Et si oui, comment est-ce qu'on peut essayer d'enrayer cette dynamique-là? Ou tout simplement, ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le corps des ados à 12 ans, à 14 ans, à 18 ans? Quelles sont un peu les problématiques qui les intéressent? Quels sont les questionnements qui les animent? Et donc, ce webinaire avait un peu pour objectif de déjà venir apporter quelques réponses ou quelques outils de réflexion par rapport à toutes ces thématiques-là. Et on a voulu aller finalement un cran plus loin dans dans ce projet-là et se dire, OK, quel outil vraiment on peut offrir aux écoles qui souhaiteraient vraiment réellement s'investir dans l'EVRAS et mettre en place une attention à l'EVRAS ou un projet EVRAS dans leur établissement. Comment est-ce qu'on peut les outiller plus concrètement sur cette voie-là? Donc, j'en viens aux objectifs du coup de cet outil. Donc, vous en voyez plusieurs là sur l'écran. Je vais en détailler plus spécifiquement 3 qui me semblent les plus essentiels. Donc, d'abord, on a co-construit une vision commune de l'EVRAS dans l'école autour de valeurs partagées. Donc, c'était vraiment cette idée de se dire, bah, tout le monde n'a pas la même approche par rapport à l'EVRAS, tout le monde ne partage pas les mêmes priorités par rapport à ce qui est important d'aborder ou non avec les élèves, par rapport à ce qu'il faut aborder ou non avec les élèves et les jeunes. Et donc, c'est vraiment se dire, OK, comment est-ce que malgré toutes ces différences, on peut tout de même faire équipe autour de ces questions et trouver un socle commun à partir duquel penser un projet EVRAS. Ensuite, deuxième objectif assez essentiel autour de cet outil, c'était réfléchir aux réalités vécues par les élèves, vie affective et sexuelle, violence, discrimination. Et donc, c'était cette idée de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut créer un projet qui soit au plus près des réalités, des préoccupations et des difficultés des élèves et essayer un peu de se distancier des croyances qu'on a par rapport à la jeunesse en venant vraiment interroger quelle réalité se cache voilà, dans la vie des jeunes avec lesquels on travaille. Et ensuite, il y a le dernier objectif en bas à droite, donc prendre en compte les obstacles, les réticences, qu'elles viennent des collègues, des élèves ou des parents. Et donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir anticiper les résistances. On a bien vu depuis septembre 2023 que l'EVRAS, c'est un peu un sujet chaud, on va dire. Et donc, c'est vraiment essayer d'anticiper toutes ces difficultés pour essayer de créer une bonne solidarité, une solidarité solide autour du projet qui prennent en compte toutes les parties prenantes, donc autant les collègues au sein de l'école que les élèves, que les parents, que les partenaires, et essayer d'anticiper ces difficultés pour créer un projet qui soit le plus pérenne possible. Alors, ici, on a la petite citation introductive de l'outil qui me semble assez importante pour comprendre l'esprit dans lequel cet outil a été pensé. Donc, je vais vous la lire. La sexualité des enfants et des adolescents n'appartient ni à leurs parents, ni à leurs professeurs, ni aux spécialistes, ni aux auteurs de livres. La sexualité des jeunes leur appartient. Tout au plus pouvons-nous les accompagner, faire équipe ensemble pour un bonheur plus grand et, qui sait, grandir avec eux. C'est tout et c'est beaucoup. La démarche proposée est incertaine, mais porteuse d'espoir, de surprise, d'étonnement. C'est le premier pas qui coûte. Changer notre manière d'aborder la sexualité présuppose fatalement que l'on se change un peu soi-même. Et donc, c'est cette dernière partie de la citation qui est assez essentielle, c'est de se dire,
en fait, c'est important de se mettre soi-même en réflexion, de s'interroger avant de penser à ce qu'on peut finalement transmettre en tant qu'Evras à nos jeunes et à nos élèves. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va démarrer finalement le cœur de ce que fait cet outil. Donc d'abord, une petite introduction globale sur la structure. Donc c'est un outil qui est divisé en 3 parties. Donc la partie 1, penser les brasses avec quelles lunettes. La partie 2, tout le monde à bord. Et la partie 3, place à l'action. Et on a en plus de ça une boîte à outils et un glossaire. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement. Donc, par exemple, la boîte à outils, on a voilà, toutes des petits outils pour nous aider à mettre en place un projet. Donc, par exemple, une checklist quand on a une animation qui vient s'organiser dans notre école. Est-ce qu'on a bien pensé à, tiens, est-ce qu'on a bien, je sais pas, pensé, est-ce qu'on prévenait ou non les parents, est-ce qu'on a mis en place une convention de partenariat, etc. Et on a également un glossaire, comme ici, je ne sais pas si vous voyez très clairement, mais donc qui vient un peu définir tous des termes qu'on emploie dans l'outil réflexif. Donc, par exemple, c'est quoi l'expression de genre, c'est quoi être cisgenre, l'homophobie, etc. Et donc, on souligne de nouveau dans cette slide-ci que c'est un outil vraiment proprement réflexif plutôt qu'un outil un peu clé sur porte qui vous donne des solutions toutes faites pour mettre en place votre projet. Alors, la première partie, penser les brasses avec quelles lunettes? Donc, l'objectif de cette partie-là, c'est d'interroger le regard qu'on pose sur les brasses et comment est-ce qu'on a construit ce regard sur les brasses. Cette partie, c'est vraiment la partie plus individuelle, on va dire, de cet outil. Et donc, c'est vraiment venir interroger qu'est-ce qu'on a nous-mêmes reçu en termes d'Evras, par qui, comment, et comment est-ce que ces transmissions vont influencer notre vision de l'Evras et notre vision de comment est-ce qu'il faut faire de l'Evras et qu'est-ce qu'il faut transmettre aux jeunes. Et donc, ce qu'on va venir interroger, c'est par exemple, on va revisiter le passé. Donc, quelle phrase est-ce qu'on a entendu quand on était jeune dans notre famille, à l'école, dans quelles valeurs familiales est-ce qu'on a été éduqué, quel discours était véhiculé entre copains. Et donc, c'est vraiment essayer de se remettre à la place de l'ado qu'on a été, qui n'avait pas toutes les réponses à toutes ces questions-là. Et voilà, venir un peu se remettre dans cette dynamique-là de, tiens, qu'est-ce qui me posait question et quelles informations est-ce que j'ai reçues, lesquelles m'ont servi, lesquelles m'ont bloqué, m'ont dégoûté. Enfin, voilà, venir un peu se souvenir de comment ça se passait quand nous, on était jeunes. Alors, deuxièmement, il y a tous des exercices autour de son identité, venir un petit peu dresser son portrait. Qu'est-ce que je suis en tant qu'individu? Quelle est mon identité sociale? Quelle est mon identité professionnelle? Tiens, quel est mon rapport à ma fonction au sein de l'école? Comment est-ce que je veux que les jeunes me perçoivent en tant qu'enseignant, qu'éducateur ou qu'éducatrice, par exemple? Quels sont mes privilèges? Et donc, c'est venir répondre un petit peu à toutes ces questions pour comprendre comment est-ce que cette identité-là vient influencer ma manière de faire de l'Evras et comment est-ce que toutes ces choses-là vont influencer la manière dont les jeunes me perçoivent et donc, du coup, la manière dont eux et elles vont recevoir l'information que je vais donner ou voilà. Et enfin, troisième point, le contexte social et l'école dans laquelle on travaille. Bien, évidemment, l'école est elle-même porteuse d'un projet pédagogique, d'un projet d'établissement, de valeurs, et le projet Evras doit venir s'inscrire de manière cohérente dans ce contexte-là, dans ce cadre scolaire. Et donc, c'est venir un peu voilà, faire la cartographie de l'école dans laquelle on travaille pour que le projet soit en cohérence par rapport à ce contexte-là. Ensuite, la partie de tout le monde à bord. Ici, l'objectif, ça va être donc proprement d'élaborer une vision commune de l'Evras en équipe. Donc ici, on arrive à la partie voilà, de solidarité, voilà, qui va proposer plutôt des exercices à faire en équipe. Et donc, l'objectif, ça va être de venir faire communiquer toutes ces individualités qu'on est venu faire émerger à la première partie
et voir finalement où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on peut trouver finalement tous ces points de convergence qui vont nous permettre d'élaborer ce projet de manière solidaire, de manière commune. On va également venir interroger quel est notre public, avec quel biais est-ce que nous, on voit les élèves, quelles croyances est-ce qu'on a par rapport à la jeunesse, par rapport à l'adolescence, par rapport aux élèves qui sont dans notre école, et finalement, quelle réalité invisible est-ce que ces jeunes peuvent vivre, et donc voilà, venir vraiment essayer de dégager quels sont les réels besoins, les réelles difficultés des élèves pour pouvoir proposer un projet qui réponde réellement à leur réalité. Et le troisième point de cette partie, ça va être de rêver grand, de se dire, OK, finalement, si j'avais tous les moyens possibles, si je pouvais faire tout ce que je voulais, quelles seraient les VRAS idéales que j'aurais envie de proposer aux élèves et aux adolescents? Et enfin, la troisième et dernière partie, place à l'action. Donc ici, ça va être une partie dont l'objectif sera d'élaborer concrètement un projet EVRAS. Donc c'est la partie un peu plus pratico-pratique, on va dire. Donc qui va venir aborder toutes les questions de tiens, comment est-ce qu'on va organiser le travail en équipe, comment est-ce qu'on élabore des objectifs, des priorités, comment est-ce qu'on va travailler avec des partenaires externes, comment est-ce qu'on va impliquer les élèves dans le projet EVRAS, parce qu'on ne peut pas créer un projet un peu hors sol comme ça. Il faut vraiment savoir impliquer les élèves au bon moment, comment, etc. Comment est-ce qu'on organise les partenariats, et évidemment, comment est-ce qu'on anticipe les obstacles et comment est-ce qu'on communique avec toutes les parties prenantes. Et donc, cette partie-là, c'est vraiment l'idée de venir baliser les grandes étapes de mise en place du projet pour que voilà, ça se passe le mieux possible. Et donc ici, on a plus concrètement quelques petits exemples d'exercices. Alors, par exemple, à gauche, on a les valeurs de l'EVRAS. Donc ça, c'est un exercice qui se trouve dans la partie numéro 2, donc la partie avec plutôt des exercices à faire en équipe. Et donc, c'est un exercice qui propose de revenir d'abord sur les valeurs de l'EVRAS. Tiens, c'est quoi en fait les grandes valeurs qui sous-tendent l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Voilà, dans quelle visée finalement est-ce qu'on s'inscrit? Et puis mettre ces valeurs en dialogue avec les valeurs personnelles qu'on aura déjà un peu fait émerger durant les exercices de la première partie. Et puis, quelles sont les valeurs de l'école et quel est le point de convergence entre toutes ces valeurs-là? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de valeurs plutôt que parler directement de thématiques à aborder ou de difficultés à aborder, de situations problématiques? C'est parce que ça nous permet finalement de prendre un petit peu du recul par rapport à l'EVRAS, de venir dézoomer pour aborder justement l'EVRAS de manière un peu plus sereine, un peu plus détournée, et pour justement arriver à trouver ce point de convergence qui va nous permettre de démarrer un projet en toute solidarité. Parce que le but, évidemment, c'est pas de mettre tout le monde d'accord sur tout, mais c'est vraiment de trouver juste un point commun à partir duquel on va pouvoir finalement déployer un projet. Et à droite, vous avez un deuxième exemple d'exercice, lui qui se trouve dans la troisième partie. Donc la troisième partie qui donne plutôt des balises concrètes sur comment élaborer un projet. Et donc là, ça s'intéresse au partenariat. Donc tiens, comment est-ce qu'on crée des partenariats avec des acteurs et des actrices de l'EVRAS externes à l'école? Voilà, ça va être comment est-ce qu'on fait une convention de partenariat, comment est-ce qu'on trouve des partenariats externes à l'école, qu'est-ce qui est important pour nous dans les partenariats, etc. Et donc, une petite slide de conclusion. Donc, comme vous voyez, cet outil il a été pensé pour vous, pour accompagner concrètement les équipes dans l'élaboration d'un projet EVRAS. Et donc, l'objectif, c'était vraiment, au travers de ces différentes parties, de partir de soi, de ce qu'on a soi-même reçu, de nos propres billets, de nos propres croyances, pour faire équipe autour de, voilà, qu'est-ce qu'on a en commun par rapport à ce qu'on a reçu, par rapport à ce qu'on veut transmettre, pour aller rencontrer le collectif, les élèves, les parents, la direction de l'école, le PO, les partenariats externes. Et puis seulement à partir de cette solidarité, venir penser le projet en étapes. Voilà donc pour
pour l'outil Les phrases dans mon école, c'est pas secondaire. Et je vais laisser la parole à Isa pour la suite de la présentation et je vais arrêter le partage de ma page. Super, merci beaucoup Célia. Donc maintenant je vais moi partager mon écran. Donc moi je vais vous présenter donc l'outil Inclusive Mon École. C'est un outil qui est composé d'un livret pédagogique au même format que le précédent. Vous verrez on a travaillé vraiment au niveau du graphisme sur quelque chose de similaire. C'est un petit outil, il fait 21 pages. Il est également destiné aux professionnels de l'école qui souhaitent penser et mettre en place des initiatives EVRAS. Donc, on est sur le même public, quoi, hein, le même public cible. Donc, voilà, c'est aussi un outil qui a été surtout pensé pour être utilisé pour réfléchir entre professionnels, mais certaines activités peuvent quand même être menées avec les élèves. Par exemple, dans un cas d'un cours de philo et de citoyenneté ou de morale ou d'une animation EVRAS, par exemple. Cet outil-ci n'est pas disponible en format papier. C'est un outil qui est uniquement disponible au format numérique et qui est donc entièrement gratuit et téléchargeable à partir de notre site. Alors, le contexte, donc pourquoi est-ce qu'on a imaginé faire cet outil? Donc, tout d'abord, pour outiller les écoles et les animatrices EVRAS qui sont chargées de la mise en place de l'EVRAS dans les écoles. Voilà, c'est une des thématiques qu'on avait envie d'aborder pour les accompagner. Il faut bien dire que le thème de l'inclusivité, c'est un thème qui a sa place dans l'école, mais c'est un thème, comme à peu près toutes les thématiques EVRAS, qui peuvent faire débat, hein, qui peuvent susciter de la confrontation. Donc, c'est un outil qui va mettre en place un cadre aux échanges. Voilà, l'école a un rôle à jouer dans la promotion d'une culture de l'inclusivité et du respect envers tout le monde, que ce soit dans son programme scolaire, que ce soit dans son fonctionnement, dans les relations entre les personnes. Donc, nous, on trouvait que ça faisait énormément de sens d'aborder cette thématique. Et enfin, le fait d'entamer une réflexion globale sur le bien-être et le vivre ensemble à l'école va profiter à l'ensemble des personnes qui sont dans l'établissement, qu'elles soient ou non issues de la communauté LGBTQIA+. Alors, bon, c'est vrai que ici, quand on parle d'inclusivité, on l'a vraiment centré sur les personnes LGBTQIA+. Donc, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, les personnes qui sont asexuelles, enfin, les personnes, en gros, qui ne correspondent pas aux normes dominantes dans notre société, au point de vue du genre, au point de vue des attirances émotionnelles et sexuelles. Et donc, en fait, un des objectifs de cet outil, c'est déjà de prendre conscience de manière critique de ce que vivent ces personnes à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Quelles sont leurs réalités, hein? Qu'est-ce qu'ils traversent comme situation de violence, éventuellement de discrimination ou autre. C'est aussi un outil qui permet de questionner, d'ouvrir le débat autour du concept de l'inclusivité. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui coule de source. Donc, parlons-en. Pourquoi est-ce que je me sens à l'aise ou pas avec cette question? Et enfin, on veut offrir un cadre aux acteurs et aux actrices de l'école pour penser, si elles ou ils le souhaitent, la création d'un environnement qui serait plus accueillant, plus solidaire, plus sécurisant pour les personnes LGBTQIA+. Et enfin, on va faire le lien avec les missions aussi et les valeurs défendues par l'école. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que
quand on va démarrer ce livret, on va d'abord, évidemment, commencer par une petite partie théorique. L'école inclusive, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça concerne qui? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler des personnes LGBTQIA+. Comme je vous l'ai dit, voilà, ces personnes ne correspondent pas aux normes dominantes, mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein de gens dans l'école, plein de personnes qui ne correspondent pas aux normes dominantes ou qui sont associées à ce groupe et qui subissent parfois des brimades, des moqueries. Voilà. Donc, comme je le disais, travailler autour de l'inclusivité des personnes LGBTQIA+, ça va forcément contribuer en fait à favoriser l'inclusivité de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences par ailleurs. Donc voilà, il y a pas mal de personnes autres qui sont concernées. Et finalement, une école inclusive, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui va justement permettre, favoriser cet épanouissement de tout le monde, de toutes les personnes en son sein, et qui va aussi finalement s'interroger sur les mécanismes qui parfois vont contribuer à exclure ou à discriminer et dont on n'a pas forcément toujours conscience. Voilà, donc on va s'interroger sur cela. Alors, donc ici, on dans le vif du sujet. Donc, en fait, on va, tout comme dans le précédent outil pédagogique présenté par Célia, on va aller s'interroger. Et vous, et moi, qu'est-ce que je pense de l'inclusivité des personnes LGBTQIA+ à l'école? Qu'est-ce que j'en pense? On va comparer nos représentations. On va le faire notamment en se demandant, par exemple, quelles sont nos valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun avec l'outil précédent. On va aussi se demander, ben voilà, dans mon école, dans le fond, comment cette question, elle est abordée? Quelle place elle a dans mon école? Est-ce que, d'après moi, certains élèves connaissent des formes de discrimination ou de violence à l'école? Est-ce qu'on autorise dans mon école les élèves trans, par exemple, à changer de prénom? Ou est-ce qu'on ne faut pas faire ça parce qu'alors tout le monde voudra le faire ensuite? Voilà, est-ce qu'en fait c'est bien de parler de ces questions-là à l'école ou au contraire non, il ne faut pas en parler? Voilà. En fait, on a proposé des tas d'assertions, d'affirmations qui sont parfois un peu contradictoires et qui permettent aux personnes de se situer. Dans le fond, moi je suis dans voilà, je trouve qu'il faut faire de l'inclusivité ou au contraire, non, il ne faut pas le faire parce que ça risque d'inciter les élèves à être lesbiennes, gays ou trans, voilà. Enfin, on a parfois imaginé toutes sortes de représentations différentes et en les lisant, finalement, chaque personne peut se dire, moi, je suis plutôt dans cette croyance-là ou autre. Alors, on va aussi s'intéresser aux violences et aux discriminations, en fait, que vivent ces personnes. Quelle représentation en avons-nous? Et pour ce faire, on a imaginé des petits scénarios qui sont en fait, qui permettent de réfléchir à ce que peuvent vivre les personnes LGBTQIA+ à l'école. Donc voilà, on a une situation où on a un prof de maths qui va faire son coming out trans. On a une situation où on a une personne un jeune qui se questionne sur son identité de genre, qui ne se sent ni complètement fille ni complètement garçon. On a deux garçons de 14 ans qui sont super amis, ils sont très très proches. Et voilà, ils vont se faire traiter d'amoureux ou encore de pédés, ils le prennent assez mal. Enfin, je vous dis PD parce que c'est entre guillemets évidemment. Hein. On a une jeune fille de 14 ans qui est très bien intégrée à l'école, mais qui en fait, elle cache toute une partie d'elle-même parce qu'en fait, ses parents elle a deux mamans. Voilà. Donc, on a toutes sortes de petites situations et ça permet au fond de réfléchir. Est-ce que quand je lis ces situations, est-ce que ça me fait penser à quelque chose qui existe dans mon école auquel j'ai été j'ai pu assister, voilà. Donc ici encore, on est dans cette confrontation des regards subjectifs. Et dans un deuxième temps, évidemment, ce qui va être intéressant,
c'est aussi d'objectiver ces perceptions. Et c'est là que aller trouver les élèves pour savoir vraiment ce qu'ils vivent, c'est un indispensable. Alors, la dernière partie, on va vraiment s'intéresser à les questions plus concrètes. Peut-être que les premières parties du livret ont peut-être une influence sur vos perceptions. Peut-être vos perceptions ont-elles changé. Ah, je ne me doutais pas que dans mon école, ou je ne savais pas que, ou ah, j'avais pas idée que. Et peut-être que ça vous aura donné envie de modifier certaines choses. Oui, mais alors, voilà, on commence par où? Hein, donc, ici, l'idée, c'est de brainstormer ensemble. Donc, vous voyez ici dans l'image, on voit des petites... c'est comme des petits post-it, en fait, qu'on a... Alors, l'idée au départ, c'est de brainstormer, mais on vous a quand même déjà donné quelques petites idées. Voilà, donc sur les post-it, on a quelques petites idées inspirantes. Et après ça, bah, il faut faire le tri, en fait. Et ce tri, on peut le faire notamment selon 3 axes, quelque part. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau en tant qu'éduc, en tant qu'enseignante, en tant que directeur, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, collectivement, le collectif, et puis ce que l'école peut faire à un niveau institutionnel. Et bon, bah, ça va peut-être vous donner évidemment pas mal d'idées et de suggestions. Et il faudra faire après un tri pour se centrer sur ce qui est plus concret et plus réaliste. Et c'est là que nous vous invitons, à la toute fin de cet ouvrage, à aller vraiment vers l'action, le concret. Donc, on sait que c'est un sujet qui est vaste. La question de l'inclusivité des personnes LGBTQIA+, c'est un sujet qui peut s'interroger tout du long d'ailleurs. Hein. On ne va pas la faire une fois, je pense, qui va se réfléchir à différents niveaux. Et donc ici, on va vous inviter finalement à choisir une action, une seule, la plus petite quelque part, le premier pas que vous pourriez déjà initier demain dans le sens d'aller vers une école plus ouverte, plus respectueuse, plus solidaire. Voilà, donc ça c'était pour l'outil inclusive mon école, point d'interrogation. Et à présent, j'enchaîne pour vous parler de dialogue autour de l'EVRAS. Alors, dialogue autour de l'EVRAS, c'est un outil qui est composé d'un livret pédagogique, même format, A4, 18 pages. Il est destiné aux adultes, soit aux professionnels de l'école, profs, directeurs, éducateurs, éducatrices, enseignantes, aux animatrices EVRAS, et à tout adulte intéressé par les questions liées à l'EVRAS et qui souhaite ouvrir un espace de discussion, de dialogue, de débat avec d'autres adultes. Cet outil, il est également disponible gratuitement en format numérique donc il est téléchargeable sur notre site. Et c'est un outil qui a surtout été pensé pour donc ouvrir des espaces de discussion avec les parents. Mais aussi avec les professionnels de l'école qui découvrent leurs nouvelles obligations par rapport à la mise en place de l'EVRAS. Et donc, c'est un outil, on pourrait très bien imaginer de l'utiliser lors d'une réunion de rentrée scolaire, avec les parents délégués, par exemple, entre parents, ou entre collègues de l'école, ou même dans les débuts d'une collaboration entre une école et un centre de planning familial, par exemple. Voilà, c'est une base de dialogue intéressante. Alors, le contexte, ben voilà, de nouveau, on est dans ce contexte d'un nouveau protocole d'accord qui généralise l'EVRAS depuis la rentrée 2023 en 6e primaire et en 4e secondaire. On est surtout dans le contexte des multiples polémiques qui ont éclaté en septembre 2023 suite au vote du décret instaurant sa généralisation. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va outiller les écoles et les animatrices EVRAS qui sont chargées de cette mise en place pour traverser finalement ces questionnements qui leur sont adressés. Voilà. Donc, au niveau objectif concret,
Ben, vous voyez ici, dans la bulle rose qui se trouve dans le coin supérieur gauche, enfin j'espère que pour vous c'est la même chose, je suis pas sûre, sont les objectifs pour les personnes qui animent. Donc c'est mettre en place un cadre favorable aux échanges, recontextualiser un ensemble de questions récoltées dans le cadre de la polémique sur les VRAS et animer un groupe d'adultes sur ces différentes thématiques. Tandis que la bulle jaune, c'est plutôt les objectifs pour le groupe, pour les participants eux-mêmes. C'est par exemple questionner ses craintes et ses peurs au sujet de la VRAS, de la vie relationnelle, affective et sexuelle, notamment au sujet de la sexualité. Réfléchir à sa posture d'adulte, de parent. Comprendre les tabous et les effets de ces tabous sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Appréhender le vécu des jeunes à la lumière des enjeux contemporains, Internet, les réseaux sociaux, les nouveaux modes de socialisation, etc. Voilà, ça, ce sont un peu les objectifs de l'outil. Alors, l'importance de mettre en place un cadre. Alors, oui, ben, de nouveau, comme tout sujet lié à l'EVRAS, j'aurais tendance comme à dire que ce sont des discussions, bien sûr, qui peuvent justement être sujettes à débat, être clivantes, être confrontantes. Donc, c'est très important. Et donc, nous avons consacré 2 ou 3 pages au sujet, de mettre en place un cadre de discussion qui permette à tout le monde de se sentir en sécurité quelque part, se sentir écouté, respecté dans sa parole. Donc voilà, on a vraiment proposé un mode d'emploi, on a des étapes avant de démarrer, pour commencer. Bon, on a listé en fait des espèces de conditions propices à ces échanges et pointé une série de points d'attention. Par exemple, on peut construire ensemble le cadre et les règles de l'échange et peuvent être énoncées, voire écrites. Pour démarrer, on peut commencer par un tour de table où chaque personne se présente et puis dire, par exemple, d'où elle parle. Est-ce que je parle en tant que parent? Est-ce que je parle en tant qu'enseignant? Est-ce que je parle en tant que professionnel de l'éducation ou de la jeunesse ou de l'EVRAS? Voilà, c'est important aussi, par exemple, de nommer les enjeux et les objectifs de la rencontre. Qu'est-ce qui nous rassemble? Que cherche-t-on à faire au cours de cette rencontre? Se mettre d'accord, être d'accord sur ce point-là. Et puis, voilà, on va énoncer clairement le temps dont on dispose et les sujets qu'on veut aborder. On peut tout à fait partir, évidemment, des questions des participants. Une fois que vous avez un groupe, par exemple, de parents qui sont là, ils ont leurs questions. Donc, on peut commencer par une récolte de questions et partir de là. Sinon, bah, l'idée, c'est ici de partir de 10 questions thématiques. Et ces questions thématiques, eh bien, en fait, elles proviennent enfin, nous avons participé justement à des discussions avec des parents et des professionnels à Anderlecht, où une série de questions ont été évoquées. Et pour construire cet outil, eh bien, nous sommes repartis finalement des questions, des inquiétudes, des questionnements des parents. Donc, ça nous a amené à 10 thématiques, 10 questions thématiques. Donc voilà, comme je le disais, c'est suite à des rencontres organisées avec la Ligue des familles et le projet de cohésion sociale des Goujon à Anderlecht. Ces 10 propositions de questions, ce sont les suivantes. L'EVRAS, de quoi parle-t-on? Pourquoi faire de l'EVRAS à l'école? Qu'est-ce que la neutralité de l'école? Est-ce que parler de sexualité incite à une sexualité active? Comment aborder un sujet EVRAS avec des enfants ou des jeunes ayant des niveaux de connaissance ou de compréhension différents? Peut-on parler de tout aux enfants? L'EVRAS favorise-t-elle l'hypersexualisation de la société? Les animations EVRAS sont-elles données par des militants ou des militantes? L'EVRAS est-elle issue d'un mouvement pédophile? Peut-on parler de la pornographie à l'école? Donc, évidemment, bon, vaste sujet, vous allez me dire, hein. En fonction du temps dont vous disposez, bien évidemment, vous allez peut-être pouvoir en aborder plusieurs de ces questions, ou alors vous centrer sur une de ces thématiques pour l'approfondir
il y a aussi tout à fait moyen d'imaginer de mettre en place un groupe récurrent, un groupe qui se réunirait plusieurs fois afin de balayer finalement l'ensemble des thématiques, mais une à la fois en quelque sorte. Ou encore de traiter de nouveaux sujets qui pourraient apparaître dans la discussion. Voilà. Chacune de ces thématiques s'accompagne d'éléments de contexte. Donc, les éléments de contexte, c'est redonner des éléments factuels, des éléments d'information, des éléments de contexte, des références, voilà. Et chaque question s'accompagne de questions pour aller plus loin, pour donner matière à un échange de points de vue. Et en général, ces questions, elles invitent les personnes à s'interroger elles-mêmes. Ah, est-ce que j'éprouve des difficultés à répondre à certaines questions ou à aborder certaines thématiques en tant que parent, en tant qu'adulte? Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué pour moi? Est-ce que je suis mal à l'aise si mes enfants entendent d'autres points de vue que les miens ou ceux de ma famille sur des questions de vie relationnelle, affective et sexuelle? Et pourquoi? En fait, qu'est-ce qui m'effraie? Donc, on va vraiment essayer d'inviter les gens à exprimer leurs peurs, leurs craintes, leurs représentations. On va aussi repartir dans parfois le passé. Voilà, en tant que jeune, qu'est-ce qui me faisait peur? Est-ce que j'ai pu avoir des réponses claires aux questions que je me posais à propos de la sexualité ou des relations dans ma propre jeunesse? Ou encore, est-ce qu'il m'est arrivé, par exemple, d'avoir accès trop tôt ou bien trop tard à des informations liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Voilà, donc en général, on a chaque fois mis, je veux dire, 2-3 points de contexte et 2-3-4 points, 2-3 questions pour accompagner la réflexion. Bon, évidemment, ces questions, on peut très bien ne pas se sentir à l'aise ou outillé pour animer une telle discussion. Donc là aussi, on vous propose de vous informer. Il y a une série de ressources qui sont fournies à la fin, ou de vous faire accompagner par, pourquoi pas, des professionnels, le centre PMS, le PSE, un centre de planning familial. Voilà. Désolée pour le son là qui me parvient. Je ne sais pas si c'est une alarme, mais on dirait bien. Donc, pour commander les outils, vous n'avez pas vraiment à les commander, vu qu'ils sont tous accessibles et gratuits. Donc, il n'y a que l'Evrase dans mon école, c'est pas secondaire. Là, si vous le voulez en format papier, il faut nous contacter pour qu'on vous l'envoie. Et sinon, le reste est en téléchargement. Donc, je vous invite simplement à vous rendre sur notre site www.fcppf.be.